je suis souvent un peu en porte-à-faux parce que je travaille sur des corpus qui sont généralement peu connus, mais là, je viens de voir que ça se termine parfaitement bien pour moi parce que je vais parler aussi des questions de l'aliénation, mais évidemment dans une optique des marxistes des années 50. Alors, vous aurez peut-être deviné que ma proposition était en fait inspirée de tout ce débat qui n'est jamais fini autour du réalisme merveilleux, qui, en Haïti, date des années 50 et je dirais que, jusqu'à présent, c'est un genre de passage obligé pour tous ceux qui pensent parler de la littérature des Caraïbes, alors que je ne suis pas sûre qu'on sache encore aujourd'hui de quoi on parle. Alors, j'ai pensé que dans le contexte de cette rencontre, ce serait peut-être utile de revenir sur vraiment deux des textes de base d'origine du débat autour du réalisme merveilleux en Haïti, et le principal intervenant, en fait, en Haïti, c'est Jacques-Stéphane Alexis, qui est à la fois romancier, critique, médecin et surtout militant communiste, vous allez le voir. Donc, c'était en fait un débat autour de la notion d'une littérature nationale, donc fortement ancrée dans l'idéologie marxiste, et les deux textes, puisque j'ai gardé mon titre, mais j'ai pas pu garder tout le corpus que j'avais envisagé au départ, donc je vais tenir à deux textes des années 50, dont je vous ai distribué quelques extraits. Et donc en fait, c'est une apologie du réalisme dans laquelle on finit par trouver un genre de glissement plus ou moins volontaire vers le merveilleux. Et ces deux articles, en fait, sont la publication des conférences d'Alexis au premier congrès des écrivains et artistes noirs qui a eu lieu en 56 à Paris. Et en fait, auparavant, donc c'est un article de 56 et un autre de 57. Et en fait, avant le congrès, il y avait eu tout un débat dans le périodique Reflet d'Haïti, en Haïti même, autour de cette question, et qui était mené vraiment par Alexis lui-même, pour situer aussi ce dialogue avec la société de son temps, parce que vous allez voir que c'est vraiment ça. En fait, c'est plutôt une bataille, mais c'est bon, c'est un genre d'échange. Donc, il faut savoir aussi que comme la plupart des intellectuels haïtiens, en fait, depuis l'indépendance, cette élite qui intervient dans ces débats-là et qui sont donc formés à l'école catholique française, toutes les écoles pratiquement sont implantées en Haïti sont des écoles catholiques, et ensuite la formation se fait à Paris. Donc, il a fait sa formation de médecin et neurologue à Paris avant de revenir donc en Haïti. Mais là, en fait, ce qui marque toutes ces interventions publiques, je dirais, c'est le fait qu'il s'inscrit très jeune au Parti communiste, et les intellectuels, artistes de l'époque sont très souvent membres du Parti communiste, et le débat est très fortement marqué par cette action de militant. Ce qui fait que Alexis en Haïti est sans doute un des écrivains les plus célèbres, non pas tellement à partir de son travail de romancier, mais parce qu'il fait partie des martyrs du duvalialisme, dès le départ, avec beaucoup d'autres, mais qui est décédé de façon prématurée dans une tentative de débarquement à partir de Cuba d'un groupe de militants qui avait sans doute visé le renversement de Duvalier dès 62, il est décédé en 62, dans des circonstances nébuleuses. Il paraît que le groupe a été trahi, on ne sait pas trop comment, et le corps d'Alexis n'a jamais été trouvé, donc il a cette aura vraiment de martyr des opposants de Duvalier. Et il a eu quand même, donc il est mort à 40 ans, il a eu quand même le temps d'écrire 4 romans et publier un recueil de nouvelles et beaucoup d'interventions, donc des articles où il intervient en tant que critique d'art et de littérature dans les périodiques. Mais tout ceci pour dire aussi que dans les deux textes qui m'intéressent, donc c'est un jeune intellectuel en début de carrière, et vous allez voir que c'est très enthousiaste, on voit tout son enthousiasme de militant socialiste en fait dans ces différentes interventions. Donc sa première idée, c'est vraiment le réalisme social dans ces deux articles, et je dirais un peu partout. Et le deuxième volet, donc il y a je crois que j'ai oublié de vous donner les références. Le premier article, donc de 56, ça s'appelle carrément Du réalisme merveilleux des Haïtiens, et le deuxième, Où va le roman, en 57, il fait vraiment l'apologie du roman réaliste, qui précise en fait, donc le deuxième article précise un certain nombre d'éléments qui ont déjà été présentés dans le premier, où il présente vraiment de manière très convaincue la voie du réalisme socialiste comme l'avenir, le seul avenir pour la création artistique en Haïti, et donc de la littérature nationale, mais
ça l'amène à faire toutes ces déclarations à l'emporte-pièce sur donc le caractère national de la littérature, du fait que c'est un imaginaire réaliste. Donc au départ, c'est vraiment une apologie du réalisme. Je vous lis 2-3 extraits de votre exemplaire. Donc, vous verrez que c'est très décidé, c'est très clair. En règle générale, pour les Haïtiens, comme pour nos frères nègres, l'art est foncièrement lié à la vie. Nous sommes rêveurs, oui, mais réalistes infiniment. L'art, pour nous, est essentiellement lié à la vie pratique. De même, les peuples centraux et latino-américains ont presque toujours produit, en général, des œuvres liées au réel. Tout ce qui a été fait de notable, de valable dans leur littérature a procédé du réalisme. Donc, c'est quand même un petit peu rapide, mais c'est évidemment parce que ce réalisme doit servir à entraîner le peuple dans la grande marche en avant de l'humanité. Donc, deuxième citation. Le progrès est fonction de la bataille des idées. Aussi, nous ne cesserons pour notre part de prôner un contenu réaliste, dynamique et humaniste, des formes artistiques fonctionnelles, c'est-à-dire servant à mettre en valeur bellement ce contenu. Il semble d'ailleurs superflu d'insister ici sur cet aspect. La grande masse des créateurs les plus en vue des peuples noirs et des pays sous-développés tombant en général d'accord sur cette question. Dans la conjoncture actuelle, dans l'aliénation historique qu'ont connue nos peuples respectifs, la mission de nos créateurs est de chanter les beautés, les drames et les luttes de nos peuples exploités, en repensant les canons mis au point par les cultures occidentales en fonction des trésors culturels nés sur notre sol. En élevant à la dignité d'œuvres d'art accomplies, à la dignité de merveille, l'inépuisable tradition de nos peuples pour lesquels l'art est affaire quotidienne, création continue, collective, populaire. Nous sommes en mesure de renouveler originalement les lois des genres et d'apporter à la culture mondiale un enrichissement que l'Occident, où la vie populaire s'est dépoétisée depuis le capitalisme, n'est plus en mesure de donner. Donc là, vous voyez qu'on s'est très lourdement tourné autour de la rhétorique et de cet enthousiasme considéré comme mondial. Donc on ne se contente pas de créer une littérature nationale haïtienne. Le projet, c'est quand même de renouveler toute la littérature à travers le monde. Et vous voyez aussi que ce genre de poussée d'enthousiasme qui fait que la grande masse des créateurs des peuples noirs sont d'accord sur le réalisme. Je crois que dans les années 50, la grande masse n'est pas si massive que ça. Donc, on voit que ça extrapole un petit peu. Mais c'est donc l'art doit s'inspirer de cette création collective des peuples du Sud, puisqu'ils n'ont pas encore subi cette aliénation. Mais l'idée, c'est de guérir le reste du monde. Et la mission de l'artiste, donc, est de participer à la libération non seulement du peuple haïtien, mais de tous les peuples à travers le monde. Donc, nos peuples aux poings lignés, aux pieds entravés et aux bouches bâillonnées ont besoin de nous. Artistes nous sommes, et en artistes conscients de la difficulté et de la complexité de l'œuvre d'art, nous devons travailler à dénoncer l'aliénation raciste, colonialiste, impérialiste. Pour ce faire, le réalisme est notre seule chance. Donc le prétexte de cette insistance sur le réalisme, c'est donc vraiment de créer des arts en Haïti pour le peuple, inspiré du peuple lui-même, de ses propres créations, mais ce qui sous-entend quand même que la seule voie de la création qui serait accessible au peuple, c'est le réalisme. Donc ça, c'est même à l'époque, je crois, assez contestable. Ce qui amène donc par la suite, et dans les débats qui suivent aussi, Alexis à joindre finalement, dans un deuxième temps, le réalisme merveilleux, c'est-à-dire le merveilleux réalisme social, puisque c'est incontournable dans la culture populaire. Ceci dit, cette insistance sur le réalisme dans la démarche d'amener le peuple à participer à cette marche en avant, c'est évidemment doublé de toute une contestation de l'art bourgeois de l'époque. Donc c'est un propos qui s'inscrit très clairement et résolument dans ce débat, parce qu'on est dans les années 50 et c'est vrai que dans les pays du Sud, l'art pour l'art est suspect et on est à l'époque donc du nouveau roman, de l'art abstrait, de ce qui a été appelé donc l'art pur, etc. Ce qui fait que dans ces textes aussi, on trouve toutes sortes de charges vraiment contre l'art qui est visé. Donc le réalisme est pour corriger ce problème de l'art bourgeois qui serait, je cite quelques extraits de ces mêmes textes, donc pas seulement futiles et frivoles, mais aliénantes. Propos ici d'Alexis toujours, oublions les faux problèmes, les jeux de cirque, les dissections de mouches, l'intellectualisme poussif, anémique, invertébré de l'art aujourd'hui officiel en Occident. L'art de la grande masse des créateurs bourgeois est un art marqué au coin de la décadence, un art de faux problèmes, un art d'intellectuel essoufflé, pourri de cérébralité,
et un art de fin des civilisations. Donc l'apologie du réalisme, c'est aussi pour contrer ces nouvelles tendances. Et on voit par ailleurs dans ces différentes charges contre l'art contemporain ailleurs que dans les pays, parce que là il s'adresse aussi aux Africains, évidemment, puisque c'est au congrès des artistes noirs qui parlent. Mais bon, donc il est vraiment dans un langage de discréditer tout ce qui s'est fait en Occident. Mais et là il y a un double langage. Bon, je prends le prochain extrait dans votre exemplier, parce que bon, le langage ici, la rhétorique marxiste qu'on reconnaît facilement, est quand même doublé parfois d'un autre langage que vous trouverez dans le prochain extrait. Cette tendance à la gratuité n'est le fait que d'une masse frange d'artistes liés à des classes sociales décadentes, l'expression de véritables pédérastes de la culture. Malheureusement, quelques-uns de ces gens-là existent dans tous les pays. Bien sûr, les sectateurs de la gratuité peuvent se trouver des ancêtres et des précurseurs. Plus de grands artistes ont pu subir des influences négatives, commettre des péchés véniels, accorder une trop grande importance au côté formel, mais ils n'ont été grands en définitive que parce que leur œuvre est restée globalement réaliste, humaniste. Ce que veut ce réalisme, c'est que l'art et la littérature n'oublient pas leur objet. Produire une nourriture saine et vivifiante pour l'esprit et le cœur des hommes, une nourriture qui satisfasse en même temps au bon goût. L'art et la littérature ont leurs vices, comme la sexualité, la gastronomie et le plaisir de boire. Bon, donc là, vous voyez qu'il y a un autre petit langage qui se glisse ici dans la rhétorique marxiste et qui parle de vices et de péchés. Donc, on voit transparaître les origines plutôt de la formation bourgeoise catholique de Crivin. Et je crois aussi qu'on voit ce double langage dans ces textes de création aussi, qui font que bon, il se sert un peu de tout ce qu'il a comme munition, donc pour discréditer aussi bien la morale chrétienne que l'idéologie marxiste. Parle des bas instincts dans les romans de Katsu qui sont pas vraiment de la littérature populaire crédible. Bon, il parle de ce problème des films où des quelconques, il dit bon, où s'étalent les fesses d'une quelconque Brigitte Bardot. Donc on voit vraiment ici un autre langage qui se glisse, mais qui sert donc en même temps à donc tout ce qui s'est fait en Occident donc est à rejeter. Bon, donc ceci dit, bon, le dilemme qu'il va donc rencontrer, c'est en fait un double dilemme, parce que bon, il se rend bien compte que s'il veut faire cette apologie d'un renouvellement par l'art populaire, donc la création continue du peuple, dans cette optique-là, tout ce qui est de l'ordre du surnaturel est incontournable. Mais là, il a comme un double problème, puisque le surnaturel est à la fois discrédité ou rejeté par l'élite haïtienne catholique, qui ne veut rien savoir donc du culte populaire qui est en fait le vaudou, et d'un autre côté, évidemment, le marxisme, pour qui tout ce qui est religion est opium du peuple. Alors, comment va-t-il faire pour intégrer le merveilleux, malgré tout, dans son réalisme, pour que ça soit quand même situé dans la culture populaire? Donc, ce qu'on voit dans les deux articles, c'est que bon, cette démarche donc de l'inclure dans le réalisme socialiste, il est plutôt réticent à le faire, et je crois que ça transparaît un peu partout dans ces formulations qui continuent à être ambivalentes pratiquement à travers les deux articles et ailleurs aussi. C'est-à-dire que bon, dans la mesure où il veut parler, pour lui, l'art doit être le reflet de la culture populaire, doit défendre fidèlement, représenter cette culture-là, et qu'est-ce qu'on fait alors avec ce monde de l'invisible qui, pour le peuple, fait partie de la réalité. Alors, cette réalité, elle est à la fois visible et invisible, donc il faut bien l'inclure d'une façon ou d'une autre, mais ce volet-là ne correspond pas, en fait, à ses véritables convictions, comme on le voit dans ces deux articles. Ce qui fait que, bon, ici et là, à travers les deux, les formulations font en sorte que le réalisme merveilleux va paraître comme une étape. Et il y a des formulations du type, bon, c'est un vêtement, c'est une enveloppe qui peut très bien contenir autre chose. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas quelque chose qui serait essentiel à une littérature ou aux arts nationales. Ce serait comme quelque chose de provisoire qui doit bien exister, puisqu'il faut faire quelque chose pour engager le peuple dans la voie du marxisme. Mais en même temps, les formulations montrent bien que c'est plutôt donc à son corps défendant qu'il s'en va vers le merveilleux. Donc je vous lis 2 ou 3 extraits qui nous montrent un peu donc ce problème-là. La citation numéro 5. Ces conteurs, donc là il répond à des questions concernant son écriture de romancier, dont il dit toujours qu'il s'inspire des conteurs, bien sûr. Ces conteurs m'ont également donné conscience de la valeur dynamique du récit merveilleux quand il reste fidèle à la réalité sociale. La merveille est le vêtement dans lequel certains peuples enferment leur sagesse et leur connaissance de la vie.
Pour notre peuple, les vents, les fleuves, les saisons, les éléments sont des personnages vivants qui interviennent dans la vie des hommes. Pourrais-je rester fidèle à la symbolique de la vie du peuple que je veux servir et aider si j'employais une forme étrangère à leur démarche de pensée? Si le roman doit être action, l'esprit du réalisme fait obligation de tenir compte des caractéristiques nationales semblables. En vidant les mythes de leur contenu métaphysique, ils peuvent servir à l'édification de la conscience des hommes. Donc là, vous voyez que ce sont des formulations qui sont relativement curieuses si on considère que la pratique du vaudou est très bien connue partout en Haïti et parler de façon très détournée ici de vider les mythes des gens qui pensent que les vents, l'eau, etc., les éléments, ce sont des personnages vivants qui interviennent. C'est pas du tout une façon habituelle de formuler ces questions-là. C'est une manière, à mon avis, d'essayer un petit peu de tirer le tout du côté du merveilleux, parce que il est très clair que ce ne sont pas des personnages, ce sont des esprits qui habitent pas dans le ciel, mais dans les cours d'eau, dans les fleuves, etc. Donc c'est vraiment parler du merveilleux dans ces termes-là, pour moi, est une manière d'indiquer en fait qu'il s'agit beaucoup plus des croyances vaudou qui sont visées par ce terme de merveilleux, d'où la notion que c'est une enveloppe, c'est un vêtement, et que à long terme, on pourrait s'en défaire. De toute façon, s'il s'agit de contes, les contes, je crois, n'ont pas de contenu métaphysique, donc il faudrait les vider et ils n'ont pas besoin d'être transformés. Il y a toutes sortes de types de contes que les ethnologues montrent bien que ça fait partie d'une didactique sociale depuis toujours dans la forme la plus traditionnelle. Donc tout ceci, moi je crois, montre bien que c'est l'univers vaudou qui est visé dans ce merveilleux d'Alexis et qui le gêne. Je saute un peu sur les deux prochaines citations que vous avez, puisqu'en fait, là, on voit plus clairement, et c'est dans le premier article, que ce qui est visé, c'est effectivement un art religieux qui est associé à la naïveté, à l'irrationnel, qui est nommé dans la citation, la 7e, l'irrationnel, le mystique. Donc, je prends quand même la 7e citation. Naturellement, il faut toujours mieux faire, et les combattants d'avant-garde de la culture haïtienne se rendent bien compte de la nécessité de transcender résolument. Le transcender résolument, c'est qu'il y a d'irrationnel, de mystique et d'animiste dans leur patrimoine national, mais ils ne croient pas qu'il y ait là un problème insoluble. Ils rejetteront le vêtement animiste qui cache le noyau réaliste dynamique de leur culture. Donc, il y a ça, mais il y a évidemment aussi dans ces formulations, je crois, un relan de ce qui était le discours colonial sur relier le merveilleux à la naïveté, à l'irrationnel, à l'animisme, c'est dire quelque part que c'est du primitivisme, et donc c'est quelque chose, un vêtement rétrograde, donc il faudrait délivrer le bon peuple pour qu'il puisse aller de l'avant. Et d'ailleurs, vous avez des formulations comme élever à la dignité d'œuvre d'art la tradition, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose d'assez paternaliste par rapport à cette culture populaire, sinon élitiste, c'est-à-dire ça se trouve quand même quelque part en bas, et pour arriver à la civilisation, il faudrait monter un peu plus haut. Donc toutes ces formulations, je crois, trahissent quand même un esprit qui, même s'il se défend dès le départ que c'est pas du tout sa position, ça transparaît quand même quelque part. Et là, vous voyez par exemple que il fait une sorte de petite pirouette pour, dès le départ, échapper à ce qui pourrait être perçu chez lui comme un lien entre le merveilleux et le primitivisme. 8e citation, l'art haïtien, comme l'art de ses cousins d'Afrique, est profondément réaliste, et il nous semble, cet art démontre la fausseté des thèses de ceux qui rejettent le merveilleux sous prétexte de volonté réaliste et prétendent que le merveilleux serait seulement l'expression des sociétés primitives. Donc c'est parce que c'est du réalisme que c'est quand même, on peut en faire un élément de l'art national et de l'avenir. Ceci dit, donc je crois que on voit que quelque part toute cette entreprise, d'ailleurs le premier article a pour sous-titre Prolégomène a un manifeste du réalisme merveilleux des Haïtiens. Ce manifeste, à ma connaissance, n'a jamais existé, finalement, mais on voit bien que ce n'est pas un manifeste littéraire qui est visé et qui en serait sorti, mais un manifeste politique où c'est une étape à passer, où on se sert. Et ça, il va, dans le premier article aussi, il dit « Comment serions-nous inconscients au point de refuser d'utiliser cela, donc chansons, contes, l'esprit du vaudou, au service d'une prise de conscience et de lutte précise et actualisée
du peuple. Donc c'est vraiment une façon, puisque le peuple semble être un peu réfractaire au discours idéologique, de l'entraîner par sa sensibilité. Vous avez les 2 dernières citations qui en parlent clairement. Donc l'humanité en marche vers sa libération. Pour entrer là-dedans, il faut prendre le peuple par sa sensibilité. Et pourtant, à un moment donné, parler le langage du peuple, mais pas parce que le but ultime serait de créer une littérature du peuple comme littérature nationale. Ce sera beaucoup plus donc d'implanter dans l'esprit du peuple toute cette idéologie de façon indirecte, ce qui serait donc une façon de transformer à la fois la littérature et la société. Ceci dit, et si j'en arrive à ma conclusion, oui, c'est évidemment non seulement la fin tragique d'Alexis qui a mis fin à ça, mais l'histoire a montré que c'était certainement des ambitions très, 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 très sincères de la part de ces militants de l'époque, et surtout Alexis, mais que les moyens se sont avérés plutôt inefficaces. Haïti, jusqu'à présent, a certainement encore le communisme, le socialisme dans le paysage politique. Ça n'a pas disparu, mais ce n'est certainement pas devenu ni un État socialiste, ni même démocratique. Mais du côté de l'art, l'art est aussi multiforme aujourd'hui qu'il était, je crois, et surtout la littérature, à l'époque d'Alexis. On ne peut pas dire que ni alors ni aujourd'hui, le réalisme merveilleux, si tant est qu'on a pu le définir mieux entre-temps, et je ne crois pas que ce soit le cas. Je dirais donc que ce n'est pas non plus un courant dominant dans la littérature haïtienne aujourd'hui. Ça fait partie d'un certain nombre de textes, certainement, mais je crois que si on procède comme Alexis, si le réalisme serait d'inclure donc les croyances, si on soustrait ces croyances du merveilleux en disant que ça, effectivement, il a raison, ça fait partie du réalisme, montrer un peuple qui croit à ses divinités, c'est simplement, comme au Québec, montrer que si on a un paysan athée, c'est pas très crédible. Donc de ce point de vue-là, les croyances religieuses ne font pas vraiment partie du merveilleux, mais du réalisme tout court. Alors qu'est-ce qui reste quand on parle du réalisme merveilleux? Qu'est-ce qui reste de merveilleux? Est-ce qu'il y a des textes qui font encore, créer des poissons amoureux, des fiancés qui se transforment en couleuvres, des œufs qui deviennent des pierres précieuses? Est-ce qu'on a quelque chose de ce genre? Est-ce qu'il y a une inventivité, un merveilleux qui serait vraiment inventé et qui ne relève pas des croyances? Ça, je crois qu'il reste beaucoup de travail à faire dans le domaine des genres et de savoir les définir un peu mieux qu'on l'a fait jusqu'à présent pour répondre. Mais je crois qu'on peut quand même avancer le postulat que ce n'est pas un courant dominant, certainement. Merci. Merci.